Europe 1, Pierre de Villeneuve, l'invité d'Europe Nuit. Et l'invité d'Europe Nuit, c'est Anne Désine, spécialiste des États-Unis, politologue, auteur de la Cour suprême des États-Unis, notamment. Bonsoir Anne Désine, merci d'être avec nous. Il y a 1 heure, Donald Trump a observé 1 minute de silence à la Maison-Blanche à la suite de cette fusillade qui est donc la plus meurtrière dans l'histoire des États-Unis. Et parallèlement, la Maison-Blanche a dit qu'il était prématuré d'évoquer la question des armes dans le pays. Est-ce que c'est une manière assez nette pour dire non, on ne parlera pas de ça? Il est clair qu'aux États-Unis, la question des armes à feu, c'est partisan, c'est très politique. Les démocrates, périodiquement, essaient d'obtenir le vote d'une loi au Congrès. Ça a coûté à beaucoup de démocrates leur siège, donc ils sont assez frileux. Et les républicains, ce sont ceux qui récupèrent tout l'argent de la NRA, ce fameux lobby des armes à feu. Et par conséquent, il n'y aura jamais un républicain, et surtout pas le président Trump, qui a reçu beaucoup d'argent de cette fameuse NRA, pour proposer un durcissement de la législation. Mais comment ça se fait qu'un parlementaire peut... ça peut lui coûter sa place. Ça se passe comment, le process? C'est très très simple. Les élections aux États-Unis sont financées par de l'argent privé, des contributions électorales. En plus, une décision de la Cour suprême de 2010 a permis à tout un tas de gens de verser de l'argent à des groupes qu'on appelle les super PAC. On ne sait pas qui verse, et ces super PAC vont déverser tout un tas d'argent sur les candidats qu'ils aiment bien. Ils vont payer des publicités politiques pour le républicain, pour faire simple, et pour tuer le démocrate. Donc un démocrate un peu courageux perd son siège. Là, cet homme de 64 ans qui a tiré depuis sa chambre d'hôtel avait une dizaine d'armes en sa possession. C'est quand même peut-être l'occasion, même si la Maison-Blanche dit non, on va peut-être pas le faire tout de suite, de rouvrir le débat sur les armes. Oui, pour nous, pour des Européens, ce serait une évidence. Mais il faut se rappeler que même le président Obama qui a dû parler à plusieurs reprises après une tuerie, y compris une tuerie dans une maternelle, etc., qui lui a pesé de tout son poids, en essayant de s'appuyer sur l'opinion publique, en disant à l'opinion publique, vous seul pouvez contrebalancer le poids de la NRA. Ça n'a pas marché avec Obama. Alors c'est certainement pas sous une administration Trump qu'il se passera quelque chose. Même quand la semaine dernière, dans le Michigan, un enfant a tiré avec une arme qu'il a retrouvée chargée dans une maison. C'était visiblement l'arme de sa nourrice. 2 autres gamins ont été blessés. Il était âgé de 3 ans. J'ai lu que 1300 enfants américains mouraient chaque année à cause d'accidents bêtes avec des armes à feu. Oui, tout à fait. Alors il y a non seulement ces nombres de morts, alors tous ne sont pas des accidents bêtes, mais il y a à peu près 30 000 décès par arme à feu chaque année. Et surtout, on sait qu'il y a des accidents, on sait que des enfants vont toucher des armes, etc. Tout ceci, c'est connu. On le sait. Mais le grand argumentaire de la NRA et des Républicains, c'est dire non, plus on a des armes, plus on se protège. C'est-à-dire les statistiques disent le contraire, mais ils continuent à avoir ce discours. Et grâce à l'argent de la NRA, ça marche. Donc finalement, on en revient à l'argent, au lobby pro-armes et à la NRA, et c'est elle qui décide de savoir s'il va y avoir des armes ou non dans le pays. Oui, et il y a quand même, depuis le début de l'année, pratiquement 300... Alors, ce qu'on appelle mass shooting, c'est quand il y a plus de 4 morts. Et donc, on n'en parle presque pas. Là, on en parle parce que plus de 50 morts, plus de 500 blessés, c'est gigantesque. Et puis surtout, ce qu'on a retrouvé comme arsenal dans la chambre d'hôtel de cet homme-là. C'est ahurissant. On se dit d'ailleurs comment est-ce qu'il a pu arriver à la réception avec, j'imagine, des valises entières remplies d'armes. Oui, mais c'est pas de problème. Il n'y a pas de fouilles, etc. Oui, et quand on prend l'avion, les lignes intérieures aux États-Unis, il y a un comptoir d'enregistrement spécial quand on enregistre des armes. Alors, ça prend un tout petit peu plus de temps. Il y a un peu de formalité. Il faut quand même donner le numéro de série, quelques bricoles, mais vous avez régulièrement dans l'avion près de vous un monsieur qui a laissé 20 kilos d'armes qu'il va récupérer à la sortie ou que soit la sortie. Il faut séparer les munitions et les armes, c'est ça. Et d'ailleurs, c'était ce qui s'était passé à l'aéroport de Miami, puisque le type est arrivé, il y avait son sac de voyage est arrivé, et puis il y avait d'un côté les munitions, de l'autre côté l'arme, et puis au dernier moment, il a rassemblé les deux et il a tiré dans le tas. Voilà. Vous vous souvenez. Oui. Autre questionnement à l'occasion de cette fusillade, Anne Désine, la revendication de Daesh et assez vite le démenti des autorités américaines, le FBI qui clairement dit qu'il n'y a pas de lien établi. Ces revendications islamistes aux États-Unis, je ne parle pas de Ben Laden, mais voilà, ces revendications de l'État islamique de Daesh, c'est nouveau quand même dans le pays. Oui, alors oui et non. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si on oublie, si j'ose dire, le 11 septembre, il n'y a pas tellement de possibilités d'organisation logistique, de transfert financier comme on a pu avoir en Europe pour les attentats en France, en Belgique, par exemple.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une influence de l'État islamique via les réseaux sociaux, etc. Donc quelqu'un qui va se radicaliser dans son coin et qui va mener une attaque terroriste. Ce que les journaux américains appellent les lone wolves, les loups solitaires. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas nécessairement rattaché à un réseau, mais qui va être amené à se radicaliser et à tuer. Et il y a eu un certain nombre d'exemples. Ce qui s'est passé l'an passé en Floride, Orlando, c'est un petit peu ça. Ce garçon un peu bizarre, un peu instable, etc., qui a fini par tirer dans cette boîte de nuit LGBT. Il y a d'autres exemples. Il y a quelques années aussi, à Fort Hood, un médecin militaire musulman qui avait tiré sur ses petits camarades. Donc l'Amérique sait que ce type de choses peut arriver. Mais là, on a vraiment un cas très très difficile pour Trump, parce que ou bien c'est du terrorisme islamique, et dans ce cas-là, c'est la preuve par 10 que tout ce qu'il veut faire ne sert à rien quand il parle de fermer la frontière. Le monsieur, il est américain. C'est même pas qu'il a une carte verte. Il est américain, pure souche, 100%, etc. Et malgré tout, il tue des quantités incroyables de ses compatriotes. Ou bien... dans les deux cas de figure, je veux dire qu'il était... on n'a pas eu le deuxième cas de figure, ou bien ou bien c'est simplement quelqu'un qui n'a pas été manipulé, et dans ce cas-là, c'est presque simplement un fait divers. Et on retrouve ce dont vous parliez, le port d'armes. Ouais. Sauf que comme c'est un président républicain avec une majorité républicaine au Congrès, il ne se passera rien. Il n'y aura pas de débat, rien du tout. On va oublier que c'est sans doute parce que les armes sont si facilement accessibles qu'il y a ces tueries. Il faut comparer avec la France. Il y a eu malheureusement ce qui s'est passé à Marseille. Et Marseille sont 2 jeunes femmes égorgées, ce qui est épouvantable. Mais 2 avec une arme blanche, parce qu'il est plus difficile de se procurer en France des AK-47 et des armes d'assaut, parce que c'est ce qu'avait la personne de Las Vegas, qu'en Europe. Aux États-Unis, est-ce qu'on ne court pas le risque de devenir un pays dans lequel on n'est plus en sécurité, tout simplement ? Les États-Unis ont toujours été extrêmement violents. Oui, mais ça de l'extérieur, ça a l'air quand même d'un pays plein de sécurité, avec la police, avec... quand on va aux États-Unis, on ne se dit pas on va dans une zone à risque, vous comprenez ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, est-ce que vous ne pensez pas que les touristes habituels vont un jour avoir peur d'aller à New York, à Las Vegas, à Orlando, en Floride ? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là maintenant avec ces tueries de masse, ces loups solitaires, comme vous dites, ces différents cas de figure qui font que ce pays n'est plus aussi, je vais utiliser un anglicisme, aussi safe qu'avant ? Oui, mais c'est bon. New York, il y a 20 ans, c'était extrêmement dangereux. Je vous parle d'aujourd'hui. Voilà. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus. Et il y a les endroits où les gens s'enferment dans ces fameuses communautés fermées, ces gated communities. Bon, il y a des risques. Alors, c'est vrai que ces risques sont amplifiés par l'accès facilité aux armes. Mais malheureusement, nous avons des dangers partout. Il y en a en France, il y en a en Tunisie. Si on décide qu'un endroit est dangereux, on ne peut plus bouger. On ne peut plus prendre le RER en France, on ne peut plus aller voir un musée à Tunis, on ne peut plus rien faire. Aller écouter un concert, que ce soit à Paris ou à Londres ou à Las Vegas. Donc là, à cet égard, en termes de sécurité, je pense que c'est surtout que nous, les gens qui habitons le monde, la France et les autres pays, nous devons nous habituer, jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce que peut-être un remède soit trouvé, à vivre avec l'éventualité qu'il y aura un attentat là où nous nous trouvons, dès lors que c'est une concentration, que c'est un stade, que c'est un théâtre, que c'est un lieu de concert. Dans l'immédiat, que va faire Donald Trump, ou plutôt que peut-il faire ? Ça, c'est la grande question. En écoutant son discours, on se rend compte qu'il est bien embarrassé. Il a lu mot à mot le discours qui a été écrit pour lui, qui est un discours parfait de président. Et à cet égard, c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, semaines, lorsque cette jeune femme a été tuée par les suprémacistes blancs, il a fait un discours qui n'a absolument pas condamné et qui a donc clivé un peu plus l'Amérique. Là, il s'est enfin montré le consolateur en chef et il a unifié le pays. Il a commencé son discours par « Mes chers compatriotes », il y a force référence à Dieu, aux Écritures, à la Bible, etc., pour à la fois réconforter les victimes et leurs familles, pour prier pour l'avenir, etc., etc. Bref, c'était tout sauf un discours de Trump. Oui, mais c'était aussi tout sauf un discours politique, logistique, etc. Il n'a absolument pas parlé de l'attentat, des causes, il n'a évidemment pas parlé peut-être de terrorisme islamique, alors qu'il reprochait à Obama et à Hillary de ne pas prononcer ces mots. Lui-même s'est bien gardé de dire quoi que ce soit, donc on ne sait absolument pas.
avec ce discours, c'est vraiment je console, j'unifie. Il y a zéro information sur ce qu'il pense, sur ce que pense le FBI. Bon, le FBI, généralement, au moins pendant plusieurs semaines, va refuser, c'est classique, ça s'était passé pour Fort Hood, tout lien avec un terrorisme islamique. Mais donc, il ne dit pas cela. Et il ne propose rien du tout, parce que ce qu'il pourrait proposer, c'est effectivement durcir la législation, et ça, c'est hors de question. Merci beaucoup Anne Désine, spécialiste des États-Unis, d'avoir été avec nous dans Europe Nuit. Dans un instant, l'actualité boursière.